et à tous et bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Mais aujourd'hui, c'est à nous de vous captiver avec cet épisode un peu spécial autour de Noël. Et oui, après tout, pourquoi pas ? N'avez-vous pas envie de vous blottir dans votre fauteuil, près de la cheminée, avec un bon livre ? Quoi ? Vous n'avez pas de fauteuil ? Pas de cheminée non plus ? Oui, peut-être. Mais vous aurez un bon livre, donc c'est bon. Vous aurez essentiel. Et aujourd'hui, nous vous recommandons un livre spécial Noël. Et je dis nous, car j'ai avec moi la plus efficace des lutins du Père Noël, notre conseillère littéraire, Florence Georgeon. Bonjour Florence. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Très honorée d'être un lutin cette année. Je ne savais pas que j'avais cette mission, mais ok, ça marche. Je prends. Oui. Oui, vas-y. Non, j'allais te demander quel cadeau t'allais nous réserver aujourd'hui, tu vois. Ah, voilà. En cadeau, j'ai une petite anecdote justement. J'allais rebondir aussi là-dessus. Ouais, d'accord. Qui concerne Noël, voilà. Ah bah, quand on pense, oui, voilà, c'est le thème. Donc quand on pense au Père Noël et à ses petits lutins et aux rennes, etc., on s'imagine des paysages enneigés. Bien souvent, on le situe en Laponie, mais est-ce que le Père Noël vient vraiment de là ? C'est la question que je me suis posée. Ah, c'est une bonne question. Voilà, je m'en pose des questions comme ça. Je me réveille le matin et je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Eh bien, figure-toi que l'origine du Père Noël, ça vient de Saint-Nicolas, et que Saint-Nicolas était turc en réalité. Okay. Son vrai nom, c'était Nicolas Demir, et il est né au sud-ouest de l'Anatolie en Turquie. Et c'était un évêque qui a vécu entre le 3e et 4e siècle, et c'est lui qui a inspiré la légende du Père Noël. Donc rien à voir avec la neige, les rennes ou les petits lutins. Ah ouais, non, non, en Turquie, non, ouais, j'imagine. C'est ça. C'est pas trop l'ambiance, mais on le connaît, en Europe, en Belgique, à travers le monde, pour être un saint qui traditionnellement distribue des cadeaux aux enfants sages. Et pour l'autre petite anecdote, c'est que Saint-Nicolas, quand on le prononce à l'anglaise, ça fait Saint Nicholas, Santa Claus. C'est devenu le Père Noël en anglais, Santa Claus. D'accord, d'accord. Non, mais Saint-Nicolas, ça me parle. Ça me parle parce que, étant catalan, tu vois, j'ai grandi à la frontière espagnole. Et je trouvais qu'ils pratiquaient beaucoup plus le Saint-Nicolas que nous, le Père Noël, en fait. Enfin, nous c'était Père Noël et eux, c'était Saint-Nicolas, j'ai trouvé. Je sais pas si c'est toujours d'actualité encore aujourd'hui, mais j'avais cette pseudo-dissonance, tu vois, quand j'étais petit, où je comprenais pas trop pourquoi d'un côté il s'appelait Saint-Nicolas et de l'autre Père Noël, tu vois. Et il me semble qu'il y avait aussi le Père Fouettard ou quelque chose comme ça. Avec le Saint-Nicolas, quoi. T'avais pour les enfants sages et les enfants pas sages. Exactement. Je me rappelle de ça aussi à l'école. On nous avait expliqué que ça venait du nord de la France, de la Belgique et des pays comme ça. Ah ouais. Et il y avait Saint-Nicolas qui était passé dans mon école avec le Père Fouettard. Ah bah voilà. J'étais comme toi, je comprenais pas parce que je me dis c'est pas le Père Noël. Et ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est lié, c'est lié. Mais c'est lié. Ouais. Ok. Mais oui, du coup, dans ce podcast, on va parler de Noël, évidemment, vu qu'on fait une édition spéciale. Et on va expliquer notamment comment cette légende a voyagé de la Turquie, finalement, pour se transformer au fur et à mesure et devenir la légende du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Mais on va aussi parler d'autres choses, évidemment. Mais c'est le thème. Effectivement, le livre La véritable histoire de Noël parle effectivement de la construction du Père Noël, enfin de Nicolas, du coup le héros qui s'appelle Nicolas, qui va devenir le Père Noël. Et tu t'en doutes un peu, ne serait-ce que sur la jaquette où tu vois le petit garçon, où son reflet dans l'eau, c'est le Père Noël, et le fait qu'il s'appelle Nicolas. Donc même, dès le départ, tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend. Bon, ok. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va apprendre les 3 principes du Père Noël pour réussir sa tournée tous les ans. Comment faire une légende pour enfants comment faire d'une légende pour enfants un livre pour adultes. Comment on est passé de Saint-Nicolas au Père Noël, justement, ce qu'on disait. Comment on crée des personnages crédibles et attachants et comment émouvoir ses lecteurs. Ok,
Cool. Donc, on va s'appuyer sur le livre qu'on recommande aujourd'hui, c'est La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Tu nous as prévu, apparemment, je vois, on va parler de Coca-Cola, j'ai l'impression. Mais ok, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. C'est la surprise de tout à l'heure. Bon, je préviens qu'effectivement, notre objectif, c'est pas de spoiler le livre, hein, mais bien de donner envie à ceux qui nous écoutent de le lire pour se plonger voilà, dans Noël avant l'heure. On va dire, c'est toujours sympa de lire les livres de Noël durant cette période qui est un peu féerique. Je trouve que c'est une période féerique. Après, il y a des gens qui aiment pas Noël, mais tu vois, enfin, t'as toutes les villes qui s'habillent de lumière, tous les magasins qui jouent le jeu, etc. Ça reste quand même féerique, quoi. C'est un petit moment dans C'est l'année vrai. où, tu vois, t'as pas ça, tu retrouves pas cette puissance-là partagée comme ça partout en France, ailleurs dans l'année, quoi. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi, quoi. Noël, c'est une période de l'année qui est marquée, quoi. Exactement. Puis c'est bienvenu parce qu'on est au cœur de l'hiver. Donc si on n'avait pas ça, ce serait un peu triste, quoi. Ouais, ouais, ça fait du bien de, Ouais, de voir, ça fait du bien. de voir les lumières et un bon petit chocolat chaud. Exactement. Je suis Mais d'accord. donc voilà, donc l'idée c'est de vous donner envie de lire la véritable histoire de Noël. Après, voilà, il y a du genre à être quand même en rupture de stock à Noël, donc je sais pas s'il est trouvable facilement. Justement, j'ai voulu, pour l'épisode, j'ai voulu le lire et j'ai pas pu le trouver parce qu'il est apparemment en rupture chez l'éditeur. Mais toi, tu l'as lu, donc tu vas pouvoir nous en parler vraiment concrètement, Eh quoi. ben ouais, j'ai eu la chance de trouver ça dans la bibliothèque quand on a voilà aménagé ensemble il y a quelques années maintenant et j'ai fouillé la bibliothèque et je suis tombé là-dessus l'année dernière et c'est un livre qui m'a marqué tout simplement parce que c'est un livre qui m'a mis la larme à l'œil quoi. Et c'est rare quand Ah, même quand je lis un livre et tu vois enfin tu te dis comment tu peux lire des mots sur un bout de papier et tu vois, en ah, venir à verser ta petite larmichette. Tu te dis, ouais, putain, l'auteur est vachement bon quand même. c'est clair. Ouais, ouais, vraiment. Alors que le personnage n'existe pas, donc En plus, tu le sais que tout ça c'est faux, oui, mais c'est incroyable. à moins qu'il y ait des petits enfants de 6 ans qui nous écoutent, Mince. bon, On parle juste du livre, on ça, parle ça du livre. m'étonnerait. Ouais. Bon, alors brièvement quand même pour contextualiser quand même le livre, même si bon voilà on en a parlé, mais en gros le début de l'histoire, sans en dire trop, on est très vite plongé dans l'histoire de ce petit garçon Nicolas et on découvre finalement toutes les péripéties à travers ses yeux, même si on le suit comme si quelque part on était derrière son épaule, hein, mais on arrive à sentir ce qu'il ressent, on arrive, et c'est ça je pense qui est poignant dans ce livre-là. C'est un petit garçon qui dès le départ de l'histoire perd ses parents et sa sœur, alors que lui, il est à la maison parce qu'il est malade, je crois, et il fabrique un jouet en bois pour sa sœur. Et ses parents qui sont partis pêcher avec sa petite sœur meurent hein, en fait. Et au bout de quelques jours, le village finit par venir le chercher. Et ils se rendent compte que le village est très pauvre et qu'aucune famille n'est capable d'élever ce garçon. Donc il se retrouve un peu perdu, les gens ne veulent quand même pas le laisser mourir de faim, et donc il décide un truc très bizarre, c'est qu'il va changer de famille chaque année. C'est-à-dire qu'une famille va l'accueillir pendant un an, subvenir à ses besoins pendant un an, et ensuite il va changer de famille pour éviter qu'il soit trop lourd à porter, si je puis dire comme ça. Et il s'avère que ce changement de famille va se procéder tous les 25 décembre, voilà, comme par hasard. Et voilà, bien sûr, c'est le début. Après, il se passe plein de choses, bien évidemment, mais ça met l'ambiance. On est plutôt dans un registre tragique dès le départ, quand même, parce que on voit que c'est un univers pauvre, difficile, où c'est des pêcheurs, mais voilà, qui ont du mal à pêcher. Il fait froid. Enfin, on est dans un pays froid là. Pour le coup, on n'est pas en Turquie. on est, on est vraiment dans un pays froid. C'est un conte d'ailleurs, il me semble, islandais. Donc on est voilà plutôt dans ces zones-là.
Bon voilà, Ok. j'en resterai là. Je vais pas dévoiler non plus comment ce petit garçon qui s'appelle Nicolas va devenir petit à petit le Père Noël, forcément, puisqu'il s'appelle Nicolas, on a un peu le spoil tout de suite. Voilà, et on découvre comment, quelque part, est-ce qu'il y a de la magie ou pas. On découvre le traîneau, on découvre le renne, comment, pourquoi rouge, pourquoi la barbe, les jouets, etc. Enfin voilà, on apprend tout ça, comment finalement tout au long de sa vie, il en viendra à devenir le Père Noël qu'on connaît. Et pas forcément le Père Noël. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Klaus, je crois. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et le dessinateur, enfin l'auteur a pris à partie de dessiner un Père Noël, comment dire, épée en main avec des loups, tu vois, qui tire son Ah, traîneau. Et d'accord. ouais, c'est sympa. J'ai les deux premiers tomes. Franchement, c'est cool, Ah, quoi. c'est original. Ouais, Oui. ouais, c'est original. Ceci dit, en fait, il évolue dans une sorte de dictature, tu vois, où les gens n'ont pas trop le droit de s'amuser, n'ont pas trop le droit de fêter Yule. C'est à l'époque, dans les festivals d'hiver, c'était Yule pour fêter l'hiver, etc. Et lui, il arrive et il dit non, non, la fête reprend. Enfin, tu vois quoi. En gros, il a son rôle de Père Noël, mais un peu détourné. Enfin voilà, en mode viking, quoi. Un peu. Ok. Ouais, Original. ouais. Mais bon, concentrons-nous sur l'histoire d'aujourd'hui. La véritable histoire de Noël, c'est comme ça qu'il s'appelle? J'ai oublié le titre. Oui, c'est C'est ça. Ouais, ça. c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc c'est une histoire assez tragique. En revanche, pleine de rebondissements. Voilà, on ne s'ennuie jamais. Dès que ça commence à être stabilisé, paf, il y a des rechutes, voilà, il y a plein de rebondissements. Et surtout, une histoire, j'ai trouvé, pleine d'espoir, de tendresse. On est là en fait à espérer avec lui que les choses s'arrangent et enfin voilà, c'est vraiment et ça finit bien. Ouais, enfin, il devient le Père Noël, Ah, ça finit bien. Ouais. On s'y attendait quand même dans ce genre d'histoire. oui, quand Mais même. voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose de découvrir deux choses sur Noël, ou pas d'ailleurs, Ok. deux rumeurs ou pas, Ah, euh, liées à Saint-Nicolas, je pense. Moi, on m'a toujours raconté que le Père Noël il était vert à l'époque et mhm. que Coca-Cola s'était un peu emparé de l'image du Père Noël et elle l'avait redessiné rouge en fait, avec la grosse Ah, barbe, etc. Enfin, le Père Noël qu'on connaît maintenant, quoi. Voilà. oui, Anecdote. ouais. Bah, je l'ai entendu aussi. Je l'ai entendu aussi, pour être honnête. Et je suis un YouTuber qui s'appelle Max Bird. Et je pense que c'est avec lui que j'ai découvert un petit peu les secrets derrière cette histoire de Père Noël Coca-Cola. Donc en gros, donc je m'appuie aussi sur la vidéo de Max Burn, dont je mettrai le lien dans la description, et sur un article de CNews, dont je mettrai le lien aussi pour les gens Ouais, qui veulent ok. avoir les sources. Donc il y avait des images de Saint-Nicolas habillé en rouge et blanc qui circulaient déjà depuis le Moyen-Âge. Et pour faire court, en gros, l'image de Saint-Nicolas euh, en rouge et blanc n'était pas la seule. Il y avait d'autres représentations, notamment un Saint-Nicolas en vert qui circulait. Mais pourquoi est-ce qu'on le connaît aujourd'hui? Enfin, est-ce qu'il s'est diffusé principalement avec cette couleur-là? Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y a des colons hollandais qui ont émigré aux États-Unis. Et ils ont immigré avec cette image de Saint-Nicolas en rouge et blanc, peut-être parce que c'était la plus populaire dans leur pays, Ouais, je ne sais pas d'accord. trop. Alors qu'en parallèle, en Europe, toutes les autres représentations continuent à circuler comme d'habitude. Hmm. Mais voilà, donc déjà aux États-Unis, c'est arrivé avec cette image-là. Et le vieux barbu a subi le relooking qu'on lui connaît sous la plume d'un romancier américain du nom de Clement Clark Moore, Ok. qui écrivait des contes pour enfants dans les années 1820. Hmm. Et il écrivait aussi des contes de Noël. Et c'est lui qui a déplacé en fait Saint-Nicolas, non plus au 6 décembre, mais au 25 décembre. Il lui a donné des rennes, lui a donné ce look rouge et blanc, enfin voilà, qui est très célèbre. Hmm. Et tout ce qu'on connaît du Père Noël aujourd'hui, ça vient de ces contes-là. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, c'était comme ça qu'il était représenté, en fait. Tout simplement, depuis le 19e siècle, c'est comme ça qu'aux États-Unis, on voyait le Père Noël. Mais Hmm. c'est vrai que Coca-Cola a contribué
a popularisé cette image avec sa publicité, notamment à partir des années 1930. Mais il était déjà rouge et blanc avant ça, aux États-Unis. Mais en gros, Coca-Cola n'a fait que diffuser à travers le monde l'image américaine du Père Noël. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que Coca a contribué au succès du Père Noël. Et vu que nous, ça nous arrivait de l'autre continent, on a tout de suite associé ce Père Noël-là à Coca-Cola, quoi. Alors que les Américains, peut-être qu'ils n'ont même pas cette rumeur en fait que nous on a du Père Noël rouge de Coca-Cola. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, eux, ils l'ont toujours connu rouge et blanc finalement. Ouais. Enfin, toujours. Depuis le 19e siècle, en fait, depuis que le Père Noël a été créé en fait là-bas, quoi. Avant, c'était Saint-Nicolas et c'est voilà, bref. Ouais, ok. Tout ça. Après, c'est fou, ces auteurs qui arrivent à c'est comme comment il s'appelle, Bram Stoker, non? Qui dessine une image du vampire et dans un livre et genre c'est le vampire de référence partout maintenant, tu vois. Enfin, c'est clair. C'est fou de s'emparer d'une légende comme ça, parce que quand tu te renseignes sur les vampires, la légende des vampires, c'était mi-démon, mi-fantôme, enfin ça avait rien à voir avec les vampires d'aujourd'hui. C'était c'était une sorte de démon en fait, voilà. Mais il a redessiné le vampire. Bon, après, je sais qu'il y a certaines versions de vampires qui brillent au soleil. Je ne dis pas qu'il y en a d'autres, mais la plus populaire quand même, ça reste celle de Bram Stoker. Et donc là, tu me dis le monsieur, je ne sais plus Moore, voilà, qui a redessiné, enfin qui du coup, lui c'était le Père Noël quoi. Oui, voilà. Il a cadré, il a normé un peu les traits du Père Noël. Il lui a fait un relooking total et il l'a popularisé à travers ses contes et ça s'est répandu comme ça, quoi, naturellement. Okay. Donc ouais, c'est marrant. Chapeau à lui. Chapeau à lui. Et alors pourquoi le 25 ou le 24 d'ailleurs? Ah oui. Pourquoi le 25 ou le 24? Moi j'ai toujours trouvé bizarre parce qu'on pratiquait la crèche, on faisait la crèche en même temps que le sapin, nous et tout, en fait, le 25, c'est à la fois associé à la naissance du petit Jésus et au Père Noël. Et franchement, on voit pas de rapport tout de suite, quoi. Non, c'est vrai. Quand j'étais petit, je comprenais pas le rapport. Parce qu'en plus, il n'y a pas de Père Noël, tu vois, dans la crèche ou des trucs comme ça. Donc tu te dis, mais pourquoi ces deux personnages-là, enfin, tu vois, sont au même moment, c'est un peu bizarre. En fait, c'est en fait, tout ça, Saint-Nicolas aussi, le 6 décembre et tout. Je pense qu'il y a une histoire très païenne quand même derrière, où on fêtait à l'époque l'hiver, quoi. On fêtait Yule, oui. C'était les festivités de Yule plutôt côté nord, tout ce qui était un peu viking, culture nordique. On fêtait le solstice d'hiver, donc vu que c'est le 21 décembre, si je dis pas de bêtises, enfin 20 ou 21 décembre, ça doit être un truc comme ça. Oui. Et le solstice d'hiver est marqué en fait, à la fois étant le jour le plus court de l'année, mais aussi le renouveau. Vu que c'est le jour le plus court de l'année, ça veut dire que les jours s'allongent après cette date-là. Et donc en fait, c'était pas tellement l'hiver qui était fêté, mais c'était la fin de l'hiver avec le début, tu vois, du printemps qui va arriver. C'était ce genre de fête. Et quand tu étudies un peu l'histoire de la religion et de comment le christianisme s'est un peu imposé en Europe, et ben en fait, souvent par exemple, les églises se mettaient sur des lieux qui étaient déjà sacrés. Tu vois, tu mettais pas une église comme ça n'importe où. Quand tu arrivais, il y avait déjà une religion païenne, donc, mais voilà, il y avait un site sacré, une rivière, parfois c'était une petite rivière, une source d'eau, quelque chose. Et en fait, souvent, ils construisaient l'église ici. Le sacré restait au même endroit, en fait. Et ça a été le cas aussi, d'après les historiens, bien sûr, pour la naissance, quelque part, de ce petit Jésus. Qui a été acté, alors après, bon, je ne fais pas de débat religieux ici, mais pour les historiens en tout cas, qui a été acté aux alentours de 400, 500, il y en a qui remontent même jusqu'à 800 après Jésus-Christ, acté que voilà, c'était le 25 décembre, que finalement il fallait fêter la religion chrétienne à ce moment-là, et c'était une façon de mieux accepter, en fait, de mélanger les fêtes.
tu vois, de mélanger les fêtes et de dire ouais, mais maintenant on va plutôt fêter ça plutôt que ça. Et mais c'est au même moment. Mais Ouais, c'est au même moment, tu vois. C'était voilà, une histoire de le faire passer en douceur. c'est ça. Après bon voilà, Ok. après ça reste l'histoire. L'histoire de la religion, parce que il faut pas croire que l'année zéro, un jour on s'est réveillé, on a dit ah aujourd'hui on est l'année zéro et on va commencer à compter à partir d'aujourd'hui. Ça s'est fait souvent en fait, ça s'est fait après coup, ça s'est fait a posteriori. Certains disent plutôt 400, voilà, dans les années 400, on a décidé, on est revenu un petit peu sur le passé, on a décidé que telle date ce serait l'année zéro et donc telle date ce serait l'année 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et c'est comme ça qu'on a construit les calendriers, en fait, après coup. Et moi, je trouve intéressant de s'intéresser à ce genre de choses. C'est la même chose en philosophie, en fait. En philosophie, tu as la philosophie, c'est-à-dire les concepts. T'as, t'as trois choses en fait. T'as la philosophie en elle-même, c'est-à-dire les concepts que tu vas étudier en philosophie, les courants philosophiques, etc. Tu as ceux qui s'intéressent aux philosophes. Le meilleur exemple, je pense, ça reste Épicure. Parce que Épicure, si je caricature la philosophie d'Épicure, c'est du pain et de l'eau. En gros, faut pas manger. Ah oui. Enfin, en gros, il y a les comment il appelle ça, les plaisirs nécessaires et naturels, les plaisirs non nécessaires mais qui restent naturels, et les plaisirs non nécessaires et non naturels. Donc en gros, les plaisirs nécessaires et naturels, c'est manger, dormir, boire, enfin voilà. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça plaisir, mais enfin, je sais même plus s'ils qualifient ça de plaisir d'ailleurs. Ensuite, tu as les activités, on va dire, non nécessaires mais naturelles. Donc souvent, on met la sexualité par exemple, ou le sport, enfin tu vois, les choses comme ça, mais qui sont pas forcément vitales, mais qui restent naturelles. Et après, tout ce qui est pas naturel et pas nécessaire, comme les jeux vidéo. À l'époque d'Épicure déjà. À l'époque d'Épicure, voilà, la PS moins 300. Enfin bref, tout ce qui fait que ta vie est riche et que voilà, tu es heureux, ben, tout ça, il fallait l'enlever. Ah, ouais. Non, et donc la philosophie épicurienne, c'est très strict en fait. Elle est très stricte. Donc c'est caricaturé en disant tu manges du pain et de l'eau, quoi. Mais c'est ça qui est fou, c'est il a réussi à convaincre des gens de vivre comme ça. Et en fait, les historiens auraient retrouvé que cet homme-là était atteint de la pierre, la maladie de la pierre, ou des cailloux. Enfin, en gros, on suppose que c'était des calculs rénaux. Et que donc, voilà, dès qu'il mangeait tout et n'importe quoi, ça lui faisait mal. Donc du coup, Ah. il était obligé en quelque sorte de manger de manière un peu stricte. Euh, mais lui, tu vois, c'est son corps en fait qui l'a poussé à faire ça. Et c'est un peu comme si le mec s'était dit, bah attends, j'ai pas envie d'être le seul à me faire chier, donc, donc je vais inventer un courant philosophique et puis je vais convaincre des gens que c'est ce qu'il faut faire. Enfin voilà, donc Ah, c'est pas mal le gars, il est futé quand futé, même. futé. Donc il y en a voilà, qui s'intéressent au-delà de la philosophie même et des concepts à l'homme qui a écrit. C'est la même chose pour Lucrèce. Lucrèce, il avait aussi voilà, certains disent que c'était pas un philosophe parce qu'il écrivait en vers. Enfin, il avait une forme d'écriture qui était un peu bizarre. Mais il avait des idées philosophiques. Tous ses textes, il y a des idées philosophiques qui passent. Et pareil, là encore, certains historiens, après, il y a toujours des débats, parce qu'avec l'histoire, tu as toujours des débats, mais il y a certains historiens qui disent qu'en fait, c'était pas du tout un philosophe, c'était genre une sorte de troubadour, et que en fait, il amusait la galerie, hein, il amusait les plus riches, quoi. En gros, voilà, il était là pour divertir, et qu'en fait, il faisait des poèmes pour se moquer de certaines philosophies. Et nous, enfin, euh, parfois, il a écrit des choses et il les pensait pas. C'était juste au contraire parce qu'il les pensait pas et pour faire rire. Enfin, je sais pas si tu Ah vois oui. l'ironie de la situation. Ah oui, c'est clair, parce qu'après il a été pris au sérieux le gars, en fait. Ouais, grave. Purée. Et donc voilà, donc c'est tout ce genre de choses où il faut faire attention, tu vois, quand tu lis des textes ou des concepts, à t'interroger sur finalement qui les a écrits, pourquoi. Enfin, il y a un contexte, quoi. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de s'intéresser à l'histoire de la philosophie. C'est vrai, c'est important. Voilà, aux philosophes, donc. Maintenant que tu l'as expliqué, on comprend d'autant plus pourquoi c'est Ah important. ouais, et ouais, il peut y avoir des incohérences folles. Donc voilà, donc en philo, tu as les concepts, le philosophe,
Et après, bah, tu as le moment où ça a été écrit. Forcément, le moment où ça a été écrit, l'époque, le contexte, ça influe énormément. Euh, Kant, si je prends Kant par exemple, qui est un philosophe allemand, qui a écrit sur la morale, qui voulait trouver une morale que par la raison. C'était voilà, son obsession, c'est de trouver une morale par la raison, parce que certains philosophes pensent par exemple que la morale, l'origine de la morale, c'est notre empathie. C'est notre émotion en fait. Enfin, tu vois, c'est émotionnel l'empathie. Euh, et l'empathie, c'est pas vraiment la compassion. L'empathie, enfin, je dirais que la compassion, c'est l'empathie avec de la bienveillance. Tu vois, du coup, mais l'empathie, c'est plus genre quelqu'un ressent quelque chose, moi aussi je ressens quelque chose. C'est ça, oui, c'est Si, vrai. Bonne définition. si c'est de la compassion, je ressens la même chose que lui. Si c'est autre chose, le marquis de Sade par exemple, lui il aimait bien voir les gens souffrir. Donc c'était un personnage empathique, mais pas forcément dans la compassion. Ok. Mais voilà, il y avait quelque chose d'émotionnel de voir l'autre souffrir. Ce qui fait que certains philosophes considèrent que la morale trouve sa source dans quelque chose qui est très naturel à l'homme, c'est l'empathie. Tu vois, c'est humain, quoi, en fait, l'empathie. Tout simplement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, certains disent du coup que la morale, quelque part, c'est égoïste, en fait. Parce que finalement, bon après, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, si quand l'autre souffre, je souffre aussi, du coup, c'est pas cool. Et du coup, tu vois, je vais éviter qu'il souffre. Mais je vais éviter qu'il souffre parce que j'ai pas envie de souffrir non plus. Quoi. Tu vois, il y en a C'est ça. voilà, qui considèrent que la morale, enfin, bref, la morale, c'est un grand sujet de philosophie. Ah oui. Mais Kant, voilà, pour Kant, lui, son obsession, c'était de trouver une morale sans empathie, sans émotion, vraiment logique, en fait, tu vois, basée sur la raison, logique. Il est presque arrivé, hein, il a fait les trois impératifs catégoriques de Kant. Oui. Mais en gros, parce qu'il faut quand même que je m'arrête de parler, mais en gros, Kant a oublié l'esclavage. Tu vois, Ah. il a complètement, c'est un point noir en fait dans sa philosophie. Il n'y a pas de trace de l'esclavage. Et tu te dis, c'est quand même dingue que l'esclavage était pratiqué à son époque, qu'il ait travaillé sur la raison. Enfin, il a quand même passé des heures et des heures à travailler sur la raison, et il a fait des textes et des textes là-dessus. Et pas une seule fois il parle de l'esclavage. Tu vois, donc Ah. quand même un homme qui considère qu'un autre homme est une sorte d'animal, quoi. Enfin, l'esclavage, c'est quand même dur, tu vois, c'est puissant comme Oui. terme, quand même. Et tu te dis, bah voilà, c'est bizarre. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de la philosophie. C'est que tu apprends tout ça, en fait. Alors que si tu te contentes juste de la philosophie en elle-même et des concepts, bon, bah c'est sympa aussi, hein, t'apprends des choses, mais je trouve que avoir le contexte, bah, c'est plus enrichissant, quoi. Ouais, Ça met les choses en relief ouais, et t'as plus d'outils pour comprendre certaines ouais, choses. Ouais, c'est vrai. exactement. Donc, Ok. on saura pourquoi on fête Noël en décembre. Tout ça pour ça. J'en reviens quand même au sujet. Désolé d'avoir digressé. Mais du coup, voilà. Donc pourquoi on fête Noël en décembre? Bah, c'était avant tout parce que c'est en rapport avec l'hiver, en fait. Voilà, tout simplement. C'est en rapport avec les fêtes du solstice d'hiver. Voilà, ça traînait aux alentours de décembre. Voilà. Ok. Bah, c'est intéressant de le savoir quand même, qu'on sache pourquoi on fait nos actions ont une explication. Euh, Bah ouais, c'est toujours intéressant. Bon, c'est allez, ça. bref, j'enchaîne Allez, avec on repart ce sur qu'on le avait livre. promis quand même. Oui. Donc, les trois principes pour réussir sa tournée. Bon, de manière un peu humoristique, bien sûr. Mais Oui. le Père Noël, à travers ce livre, le Père Noël nous explique trois principes. Enfin, j'ai détecté trois principes pour réussir chaque année à tous nous émerveiller. Et ils sont plutôt simples. Et je dirais que le premier, bah, c'est clairement le plaisir et la passion. Et c'est clairement ce qui est montré dans les premières pages du livre. Moi, ça m'a surpris au début que le petit Nicolas, dès les premières pages du livre, en fait, on le voit fabriquer des jouets en bois. Enfin, un jouet en bois pour sa sœur, tu vois. Et bon, voilà, si dès les premières pages du livre, t'as pas compris qu'il allait devenir le Père Noël, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Mais voilà, pour les auditeurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, bah, si vous aimez écrire,
bah, vous tenez déjà le bon filon pour réussir votre tournée. Parce que si clairement votre ambition est de devenir auteur mais que vous n'aimez pas écrire, ça va être compliqué. Voilà, Oui. c'était juste la première astuce, c'est quand même d'aimer ce qu'on fait et d'éprouver beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Et notamment dans le domaine littéraire parce que ça prend énormément de temps, quoi. Écrire un livre, ça prend beaucoup, beaucoup d'heures. Donc il y a intérêt à aimer ça quand même. Ah, je suis tout à fait d'accord. Sinon, ça peut être très mal vécu comme une contrainte et c'est pas le but du Ah tout. ouais, c'est clair. La deuxième petite astuce qu'on peut trouver dans le bouquin, bah, je dirais que c'est la détermination. Parce que c'est un bouquin quand même sur le registre du tragique, moi je trouve. Il traverse, dès que ça va bien, pouf, ça va plus. Et tu te dis, mais comment il fait pour avoir envie encore de fabriquer des jouets et de les offrir à des gens, parce que c'est ce qui se passe hein, petit à petit. En fait, au début, il fabrique un jouet pour sa sœur, puis après, il fabrique un jouet pour remercier la famille qui l'a hébergé. Puis après, il remercie il fait un jouet pour remercier la deuxième famille qui l'a hébergé, mais il en fait aussi un pour la famille d'avant. Enfin, tu vois. Et petit à petit, ça fait de plus en plus de jouets à fabriquer dans l'année, tu vois. Ah, Et bah il tient quoi, il tient malgré tout ce qui lui arrive, ouais. il tient bon, et tu vois, il fait preuve d'une rigueur et d'une détermination sans faille. Ah, c'est beau. Ça fait, ça fait chaud au cœur. Notre petit Père Noël. Mais ouais, ouais. Et du coup, pour revenir à un contexte, pour donner des petits outils aux auteurs qui nous écoutent, comment faire preuve d'une détermination sans faille à l'image du personnage du livre. Quand on est auteur, oui, c'est pas facile de maintenir un rythme d'écriture. On en bave. Il arrive parfois qu'on doute, qu'on perde la motivation, qu'on se mette à se dire mais pourquoi je fais tout ça. Ouais. Et parfois, certains auteurs malheureusement abandonnent. Et j'ai un petit conseil que je donne à mes auteurs, mais que je donnerai aussi aux auditeurs qui ont envie de se lancer dans l'écriture Ouais. ou qui ont peut-être déjà commencé. C'est d'écrire en fait de façon très détaillée toutes les raisons pour lesquelles ils ont envie d'écrire l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Hmm. Qu'est-ce qui les a poussés à passer à l'action dès le départ et de vraiment donner le plus de détails possible, être le plus possible dans l'émotion. Ça vaut vraiment le coup de faire cet exercice parce que une fois déjà de base quand on est clair sur ses objectifs, c'est beaucoup plus facile d'avancer et de rester motivé. Et si jamais vous doutez dans le processus d'écriture, vous pouvez toujours revenir à ce que vous avez écrit et regagner l'énergie en lisant tous les arguments que vous aviez rédigés sur le papier en fait. Hmm. Ouais. Et du coup, voilà, comment réussir à écrire ce petit argumentaire pour vous redonner l'énergie en question. Donc, je recommande de poser des questions que je vais citer tout de suite. Demandez-vous pourquoi vous voulez écrire ce livre à ce moment précis de votre vie. Pour qui vous voulez écrire ce livre. Y a-t-il un message que vous souhaiteriez faire passer à travers ce livre. Que voulez-vous apporter à vos futurs lecteurs. Souhaitez-vous être reconnu pour avoir écrit ce livre. Espérez-vous en vivre ou est-ce que vous écrivez tout simplement pour le plaisir. Et peut-être que vous aurez d'autres questions à vous poser qui sont peut-être pas dans la liste, mais je pense que c'est des bases qui peuvent servir pour commencer à rédiger une espèce de profession de foi. T'as cité dans tes questions pour qui voulez-vous écrire le livre. Ouais. Et je la trouve voilà, particulièrement touchante, Ah cette oui. question. C'est vrai que c'est étonnant de se poser cette question-là. Et c'est beau en même temps, tu vois, mais c'est vrai que c'est C'est, étonnant. Après, pour qui ça peut être pour soi-même hein, aussi. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. ouais, Souvent, ça peut être pour soi-même. ouais. Mais il y a des gens qui ont envie d'écrire. Enfin, je pensais à un auteur que j'ai vu récemment qui avait envie d'écrire pour toutes les personnes qui avaient traversé les mêmes choses que lui. Il n'était pas très bien à un moment dans sa vie, Hmm, donc il a commencé à écrire et il s'est dit ça peut peut-être être utile à d'autres gens qui ont vécu la même chose que moi, donc j'écris pour eux. Il y a une dame que j'ai rencontrée qui était d'origine arabe et elle voulait mettre en avant la culture arabe et la religion hmm. musulmane, donc elle écrivait dans ce contexte-là enfin voilà, pour dans un but
peut-être informatif ou pour peut-être exposer un peu plus cette culture-là. Donc voilà. Revaloriser la culture. C'est ça. Ouais, d'accord. Donc pour que les gens découvrent des choses. Mm. Enfin, ouais. Donc il y a toujours une raison pour laquelle on écrit. Et des personnes pour lesquelles on écrit. Ouais, Ça peut être pour soi. Ouais, Ça peut être pour soi. ouais, ça peut être pour ça, mais c'est vrai que ça doit être beau d'écrire pour quelqu'un en particulier, tu vois. Mm, c'est Euh, vrai. ouais, ça doit être, ça doit être touchant. Euh, Ouais, et c'est plus facile aussi. Quand on sait exactement à qui on s'adresse, je trouve que les mots viennent plus facilement. ah ouais, peut-être, t'as raison. Mm. Après, voilà, à méditer, mais personnellement, ça m'aide de me dire, ah, j'écris parce que je vais le faire lire à telle personne et je sais qu'elle aimera ça ou ça. Enfin Ouais. voilà, ça peut aider. Voilà. Et la dernière question que t'as posée, euh, c'était si on espérait en vivre ou si on écrivait juste pour le plaisir. C'est ça. Ça rebondit avec enfin voilà, du coup je rebondis avec la troisième petite Vas-y. astuce du livre, qui reste sur le thème de Noël, hein. On reste dans la magie de Noël, hein, dans un épisode décontracté aujourd'hui. Mais la petite dernière astuce que je donnerais, c'est bah, la magie, hein, la magie de Noël, Bien et donc sûr. de laisser la magie opérer. Euh, et parfois, je pense qu'il faut juste aimer ce qu'on fait, le partager pour le plaisir de partager. Après, c'est bête de rester seul dans son coin quand même. Il faut quand même faire l'effort ou oser, peut-être se secouer un peu, se faire violence pour partager. Parfois, on est un peu timide, on n'ose pas trop. On est sensible tout de suite aux premières remarques. Mais ça s'apprend en fait, hein, à partager, à prendre du recul sur ce qu'on fait. Et puis, ne pas trop s'attarder sur tout le reste en fait. Euh, Souvent, on a parlé des sites sur lesquels on peut écrire, sur lesquels on a des retours. Il ne faut pas que ce soit la course au retour, il ne faut pas que ce soit la course au Oui. compliment. Il y a des sites où effectivement on peut publier, et on en parlera sûrement un jour, mais où voilà, c'est des lecteurs en fait, hein, qui lisent, qui votent, qui disent c'est cool, pas cool, etc. Il faut pas se lancer dans une compétition et dans une course. Je pense que c'est la pire chose à faire en termes de motivation. Je pense Ouais. qu'il faut faire ce qu'on aime, le partager. Après, peut-être le partager de manière sérieuse. On peut toujours s'informer un peu comment fonctionne Instagram, comment fonctionnent les codes de Facebook ou de ces sites-là, pour voilà, essayer d'optimiser un petit peu plutôt que de lancer juste un gros pavé comme ça dans la mare. Mais il faut pas non plus trop se prendre la tête, je pense. Et laisser la magie opérer. Si ça doit prendre, ça prendra. À un moment donné, l'étincelle mettra le feu aux petites brindilles et ça partira tout seul. Et vous deviendrez peut-être un véritable Père Noël à C'est distribuer ça. des livres en librairie. Eh oui. Eh oui. Mais c'est vrai, c'est pertinent. La générosité dans l'écriture, ouais, c'est beau aussi Ouais. de le dire comme ça. Oh, En prenant du euh, plaisir et en donnant du plaisir aux autres même. on est sur un épisode où on est généreux aujourd'hui. Oui, On est généreux en anecdotes, on est généreux en tout. Mais c'est Noël. C'est Noël. mais c'est Noël, tout à fait. C'est Noël. Et moi j'adore Noël. Qu'on le sache, moi j'adore Noël. Ah, on le sent. Ça s'entend. Bon, pour reprendre un petit peu le fil de notre épisode, on va s'intéresser à notre grosse dernière question finalement. C'est comment faire d'une légende pour enfants un livre pour adultes. Parce que moi j'ai trouvé que la légende là, de Noël qui est racontée dans ce livre, je pense que, tu vois, sans avoir le livre, j'en ai les principales péripéties et je serais capable de la raconter à l'oral aux enfants avec quelques aspects tragiques, tu vois, qui, pour moi quand même semblent indispensables. Bon, un enfant est capable d'accepter aussi qu'il y ait du tragique, hein, surtout si l'histoire continue et qu'elle finit bien, il n'y a pas de raison. Mais ça donne enfin, ça donne une profondeur en fait au personnage qui devient plus tard le Père Noël. Enfin, je trouve que c'est hyper bien fait de voir qu'un homme, enfin un petit garçon qui est devenu homme, qui en a bavé toute sa vie, à la fin
devient le Père Noël et son unique objectif dans la vie, c'est d'offrir des choses pour rendre les gens heureux, tu vois. C'est beau, c'est Ouais, beau. Alors, ce c'est serait vrai. l'histoire de quelqu'un qui a toujours tout eu dans sa vie, qui a jamais eu de problème. Bon, ce serait beau aussi, mais moins. Oui, parce qu'il n'y a pas tout le parcours, tous les obstacles, Ouais, tout. exactement. Ouais, Et c'est vrai. donc je trouve qu'à l'oral, effectivement, tu vois, c'est pour les enfants. En Ah, revanche, le livre, le lire, déjà, bon, il y a quelques pages hein, pour le lire, et puis, bah, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a été écrit pour un adulte, tu vois, il est mûr, je trouve qu'il est ah, mûr dans l'écriture. Je me suis pas, bon, ça reste un conte de Noël, donc peut-être tu retournes en enfance quand tu lis un conte de Noël, mais j'ai pas trouvé que l'auteur s'adressait à un enfant. Tu vois, j'ai vraiment ah, trouvé qu'il d'accord. s'adressait à un adulte, quoi. Avec pourtant une légende destinée aux enfants à la base. Oui, bah justement, j'allais te demander parce que quand je le cherchais pour l'acheter et pour le lire, je l'ai trouvé classé en jeunesse. Et je me demandais si, d'après toi, il y avait plusieurs lectures possibles, justement, une pour la jeunesse et une pour les adultes, où on comprendrait des thématiques ou des messages différents, en fait. Bah, je t'avoue qu'il est simple à comprendre quand tu le lis. Ouais. Enfin voilà, il y a pas de. Je suis pas sûr qu'il y ait deux lectures, ou alors peut-être je suis D'accord. passé à côté. Euh, mais ouais, c'est comme, enfin, je sais pas, on dirait que c'est l'effet tragique, tu vois, qui fait que ça prend de la maturité. Ah, ok. Et l'effet tragique, on le retrouvait déjà, on en a déjà parlé. On a parlé de Camelot par exemple, où le roi Oui. Arthur, bah, quelque part, Alexandre Astier, il a donné de la profondeur à son personnage. euh, Avec la dépression, hein. Enfin, excuse-moi, mais C'est vrai. avec la Oui, dépression. c'est vrai. Quand on l'interroge, il dit que le meilleur, son livre préféré, c'est le livre 5. Donc c'est le C'est livre le plus vrai. noir de toute la série. Donc et avec le film qui suit, voilà, c'est quand même dans la même lignée. Donc je trouve qu'il a donné de la profondeur avec ce registre tragique. On l'a vu dans les satires, on en a parlé de Squid Game, tu vois, Hunger Games et tout. Il y a un côté tragique où tu sais le personnage principal est paumé. Dans Squid Game, euh, le fait qu'ils arrêtent le jeu et qu'ils y retournent après. C'est que vraiment, tu vois, il estime qu'il est au pied du mur, tu vois. Et il y a un côté tragique Ouais. comme ça. On a l'impression que facilement les auteurs, les scénaristes tombent dans le tragique pour donner un peu plus de profondeur et de consistance au personnage. Et je sais pas si c'est une technique en lui-même. Enfin, en soi, tu vois, je sais pas, pour rendre peut-être la lecture plus mature ou plus de profondeur, de consistance au personnage. Je sais pas. Euh, Bah, c'est vrai que le tragique permet d'explorer beaucoup d'émotions humaines, des émotions auxquelles beaucoup de monde peuvent s'identifier, hein, malheureusement. Donc, enfin, il faut que ce soit bien fait. Faut que toutes les conditions soient là pour pouvoir l'amener ce côté tragique. Euh, et j'avais envie de donner trois petits conseils au cas où, hein, si, puisqu'on parle d'un livre qui a quand même quelques moments tragiques Ouais. avec la véritable histoire de Noël. Donc quelques petits conseils si on a des auteurs qui nous écoutent et qui aimeraient ajouter un peu de tragédie dans les écrits qu'ils sont en train de préparer. Mhm. Je pense que ça tourne beaucoup. Quand je dis qu'il faut préparer le terrain, je pense que ça tourne beaucoup autour des personnages. Comment vous les avez préparés, à quel point vous les connaissez en fait. Donc mon conseil numéro un, ce serait d'avoir des personnages suffisamment crédibles. Euh, c'est facile d'émouvoir le lecteur en fait quand on sent que l'auteur maîtrise bien ses personnages, qu'il a pris le temps de les construire dans les moindres détails, Hmm. quand tu sens que les personnages ont un passé, qu'ils sont pas juste atterris là sur une feuille de papier, qu'on va suivre leur aventure, mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière, qu'ils ont un objectif, des motivations, tu connais les contours de leur personnalité se dessinent, enfin voilà, Hmm. tu arrives à t'attacher quand c'est comme ça. Mm. Tu recommanderais à ce que l'auteur, même si quelque part il n'a pas le temps de s'éterniser sur le personnage dans son œuvre, à côté, il Oui, travaille son personnage en lui inventant un contexte, une histoire, c'est ça. et même si au final ça n'apparaît pas dans le livre, ça peut induire quelques réactions, donner une cohérence, quoi, un truc comme ça. Tu, tu Exactement. préconiserais de le Parce que travailler à côté quand même alors.
Bah, c'est ça en fait. Même si ça apparaît pas dans le livre, ça va se sentir que vous connaissez bien vos personnages et que vous les maîtrisez parce qu'ils auront ce côté réaliste comme si c'était une vraie personne qui existait en fait. Leur réaction aura quelque chose de cohérent parce qu'on peut très vite, avec des personnages superficiels, on peut très vite arriver enfin, à leur faire faire à leur faire réagir, leur faire faire des choses qui colleraient pas avec leur personnalité en fait. Mais juste parce qu'on a envie Enfin, parce que Deus Ex Machina, on a envie qu'il y ait quelque chose qui se produise à cet instant précis, donc on va lui faire faire ça, mais alors que ça colle pas du tout au personnage. Enfin, Ouais, d'accord. Voilà, je pense qu'il faut bien les maîtriser, bien les préparer avant d'écrire, effectivement, comme tu disais, quitte à créer une complète biographie de vos héros, pour qu'on sente qu'il pourrait exister vraiment, que ça pourrait être un mec que tu rencontres au boulot... Enfin ouais, qui a un passé, qui est allé à l'école, qui a vécu des trucs. D'accord. T'apprends à le connaître au fur et à mesure, mais voilà, tu sais que derrière, il y a un contexte. Et justement, je voulais prendre un exemple concret en disant de se méfier des personnages trop superficiels et pas assez bien maîtrisés. Parce que si vous faites des personnages comme ça, ils auront beau rencontrer toutes les situations tragiques du monde, ça touchera pas du tout les lecteurs. Et j'avais envie de prendre l'exemple des red shirts, ou je vais le dire à la française, les chemises rouges dans Star Trek. Oui, c'est très bizarre de passer de Noël à Star Trek, mais pourquoi pas. En plus, je connais. Alors, je suis fan de Star Wars, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai grandi avec Star Wars. Donc, je crois que j'ai commencé par l'attaque des clones. Voilà, j'avais ça en cassette à l'époque. Est-ce que les gens connaissent les cassettes, les grosses VHS là? Donc, j'avais ça. Et quand j'étais petit, je connaissais pas Star Wars en fait. Et je passais ça en boucle. J'avais pas compris que c'était le numéro 2 et que potentiellement il y avait un numéro 1 en plus, tu vois. Et donc je passais ça en boucle et un jour on m'a dit oui mais tu sais il y en a 5 en fait. Ah bon? Là ça a été la révélation de ma vie. Et après il y a l'épisode 3 qui est sorti et donc du coup là voilà il y avait les 6. Et j'ai fait ah ouais d'accord ok. Et donc c'est comme ça que dans mon salon là actuellement il y a un sapin Dark Vador, tu vois. Ah, bah comme quoi, il y a un lien, pourquoi pas. On lui a mis un masque avec un plaid noir et un sabre laser, tu vois. Et Ah non, sérieux? ouais, et des excellent. boules rouges et des guirlandes rouges. Et voilà, on a un sapin Dark Vador. Ah, je croyais que vous aviez des boules Star Wars, que vous aviez, mais pas carrément le manteau. Ah, tout. on a fait le sapin. Cette année, on a fait le sapin. Je spoil un peu l'année prochaine. Normalement, ça devrait être Poudlard avec les 4 maisons. Voilà. Ah, trop bien. Ah, sympa. Donc du coup, je ne connais pas Star Trek, je ne connais pas les chemises rouges, mais bon, donc, ce que je comprends bien, c'est qu'elles sont condamnées à mourir, ces chemises rouges. Oui, voilà. En fait, il y a plusieurs... on va dire, pour faire simple, il y a plusieurs types de chemises en fonction des corps de métier, on va dire, dans Star Trek. T'as les rouges, les jaunes et les bleus. Et les rouges, quand elles apparaissaient quelque part, oui, effectivement, c'était typiquement les personnages qui faisaient office de sacrifice dans la série. Quand il y avait une situation dangereuse, tu pouvais être sûr que ce serait une chemise rouge qui allait mourir. Ah ouais. Voilà, c'était pour mettre en avant le côté dangereux de la situation, etc. Ça pouvait pas être les héros qui pouvaient y passer, donc voilà. Et c'était des personnages qui étaient sans importance, sans développement, extrêmement superficiels, donc ils pouvaient bien mourir. Ouais, ça gênait. Le spectateur s'en foutait. Ça gênait pas le spectateur. Donc voilà. D'accord. Donc en gros, mon message, c'est ne créez pas des personnages qui soient comme une chemise rouge et que vous les lancez dans leur vivre des tragédies, mais comme ils sont tellement superficiels que ça touchera personne. Enfin voilà, c'est. Et pour la petite parenthèse, cette histoire de chemise rouge a inspiré un roman de John Scalzi qui s'appelle Red Shirts, Au mépris du danger. Et j'adore. C'est vraiment un livre excellent. Je ne sais pas si en tant que non-fan de Star Trek, ça peut être aussi drôle, mais moi j'ai adoré ce livre. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui est une chemise rouge et qui vient de se faire embaucher à bord de l'Intrépide, donc Enterprise, au sein de l'équipe scientifique. Et il commence à se rendre compte au fur et à mesure que le fonctionnement à bord est un petit peu farfelu. Genre, donc c'est l'équipe scientifique qui doit analyser des trucs dès que l'équipage fait face à
à une énigme, c'est eux qui doivent la résoudre. Ouais. Et à un moment, le capitaine arrive avec une énigme insoluble. Donc toute l'équipe se met à travailler dessus pour essayer de trouver une solution, ils n'y arrivent pas, et là t'as le chef de l'équipe scientifique qui fait « Non mais c'est bon, tu mets le papier, tu vois la boîte noire là ? Bah, tu mets le papier dans la boîte noire et ça va te donner la solution. » Quoi? C'est un petit peu la boîte scénaristique, enfin c'est l'image du scénariste qui te trouve toujours une solution à la fin de l'épisode. Ah ouais. Enfin voilà, et du coup c'est plein de trucs comme ça, et ils sont en équipe et ils se disent mais c'est pas un peu bizarre quand même ce qui se passe, on comprend rien. Et ils finissent par réaliser qu'ils sont dans une série de science-fiction. Ah ouais, Enfin, ouais, ouais, c'est c'est une sorte ah ouais, marrant. c'est une sorte de caricature de. Exact. Mais il faut être fan pour écrire là-dessus, quoi. Bah, je sais pas si t'es obligé d'être fan pour le lire. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Je pense que Star Trek, ça appartient à l'univers collectif. Oui. Enfin, Bah, ouais, après, tout le monde peut. il y a eu des films récemment qui ont Oui, remis un peu au goût du jour. Mais je pense que l'auteur qui a écrit ça, en revanche, lui, il devait vraiment. Enfin, il devait être incollable sur l'univers Star Trek. Je pense qu'en fait, il s'est c'est tapé un ça. délire, quoi. Ouais, Ouais, c'est un peu comme si on écrivait un livre sur les clones dans Star Wars qui ratent toujours leur cible, quoi. exact. Ah oui, Après des années d'entraînement. c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est très marrant. C'est très marrant. C'est l'idée. Mais voilà, à lire si jamais vous êtes curieux, franchement, allez-y, ça passe tout seul. Ok. Sur la profondeur de notre Et- personnage, du coup, dans Oui, notre histoire, vu qu'on suit effectivement, on est par-dessus l'épaule de Nicolas, quoi. C'est-à-dire qu'on Nicolas ne raconte pas à la première personne son roman, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, mais du coup, enfin, on n'est pas omniscient. omniscient. Enfin, Ouais. on est omniscient, mais de lui, tu vois, mais pas de ce que pensent les Le autres, narrateur externe. tu vois. Ah, d'accord. Bah, comme Harry Potter, quoi. Narrateur externe omniscient, finalement. J'ai pas lu Harry Potter, donc Ah, d'accord. pardon, excusez-moi, ne me, Pas de souci. ne me fouettez pas. Ah, c'est pas grave, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop. Enfin voilà, il y a des petites controverses. Ah. Mais bon, Ouais. voilà, donc forcément, le héros, bon, il est consistant. Et les personnages, les familles qui l'accueillent, etc., sont aussi assez consistants. Enfin, c'est des personnages qui, dans l'ensemble, on sent qu'ils ont été travaillés, quoi. Mais vu que c'est un peu le héros de l'histoire qui subit un peu tout ce qui se passe, voilà, ça marche bien. Enfin voilà, ça c'est fait, quoi. Personnage crédible, on peut checker. Ok. Dans notre Ok. roman, ça match. Ouais. Alors, Bah, et... Oui, pardon, ouais, vas-y. non, j'allais te Je dire t'ai le coupé. deuxième, du coup. Le deuxième, ah oui. Donc, deuxième conseil, ce serait de faire en sorte que les personnages rencontrent des difficultés. Alors, ça peut peut-être paraître un peu évident dit comme ça, parce que dans une histoire, voilà, c'est ce qu'on s'attend à découvrir, mais il faut faire en sorte que les personnages aient un but à atteindre et qu'ils rencontrent des obstacles en cherchant à atteindre ce but, parce que tout simplement, s'ils l'atteignent trop facilement, bah, c'est un peu décevant, quoi. Hmm, Voilà. ouais. Et donc, c'est aussi les obstacles qui permettent de rendre les choses intéressantes et de faire en sorte que les héros évoluent et de faire en sorte de créer de l'attachement parce qu'on a envie de les voir réussir finalement. Hmm, Et qui dit attachement dit empathie et c'est ce qui va aussi lui permettre au lecteur de se sentir touché par les histoires que les héros traversent. ok, bon. Parler, Là, parler d'empathie tout à l'heure. il n'y a pas de problème. Notre personnage, il enchaîne difficulté sur difficulté, donc y a pas de problème là-dessus. Et après, je pense que son but, bon, je l'ai lu l'année dernière, donc j'en ai que des souvenirs, mais je pense que son but, c'est de simplement de trouver sa place, tu sais, genre trouver une famille, en fait. Ah oui, C'est trop triste. bah oui, tout Mais simplement. Oui. je pense que c'est. Enfin, au début, il n'a pas d'autre objectif que de survivre, quoi, et de se faire accepter et de remercier les gens bah, qui l'ont aidé. Mais bon, ouais, clairement, il cherche une famille. Donc, je pense qu'au niveau des difficultés, ça va. C'est check. Au niveau de l'objectif, C'est du but bon, à atteindre, je pense que c'est ça ça. remplit les Mais critères. ouais, voilà, ça remplit les critères. Ok. Et donc, Ok. troisième et dernier Et dernier ouais, conseil, oui. point. Voilà. Dernier point. Donc, ce que je conseillerais aux auteurs, c'est demandez-vous ce que vos personnages ont à perdre s'ils échouent et ce qu'ils ont à gagner s'ils réussissent, en fait. Ça crée une sorte d'enjeu. Et pour que les lecteurs s'intéressent aux héros, on doit sentir il y a quelque chose de, ouais, en jeu dans l'histoire, il y a quelque chose à perdre ou à gagner. Donc on parlait de Camelot tout à l'heure, pour Arthur, bah, clairement c'est la quête du Graal, la lumière pour tous les peuples, mais comme il échoue, il sombre dans la dépression et tente de se Mm. suicider.
pour Ki-hoon dans Squid Game, c'est 33 millions d'euros pour payer ses dettes, être un bon père, soigner sa mère et enfin avoir une belle vie. Mais s'il échoue, lui, c'est carrément la mort qui l'attend. Donc ouais, le fait d'imaginer que les personnages puissent échouer dans leur mission, c'est ce qui va tenir les lecteurs en haleine et ce qui va faire se sentir concernés, en fait. Ok. Est-ce que ça répond aussi dans le livre Ouais, alors, je dirais que lui, c'est sa survie aussi. C'est-à-dire que tu comprends qu'il peut pas vivre dehors tout seul. Il y a aussi le fait que, vu qu'il a une relation avec sa sœur, qui est décédée, sa petite sœur, mais enfin, je crois que c'est un peu décrit comme ça, il voit une lueur dans le lac, il l'imagine un peu sous forme de sirène en fait, tu vois, ici parce qu'elle est morte noyée dans le lac, donc il s'imagine que voilà, elle s'est transformée en sirène et donc tous les ans il dépose un petit jouet de bois dans l'eau. Ouais, c'est trop triste, arrête. Et donc quelque part tu sens qu'il est attaché ici, tu vois, qu'il peut pas partir, tu vois, il peut pas se dire à 18 ans bon allez c'est bon, je fais mes bagages, clic-clac et je vais en Turquie par exemple, ou apparemment apparemment je peux être Père Noël là-bas et avoir chaud, donc donc tu sens qu'il est attaché, mais tu sens que oui, c'est sa survie qui est en jeu. Après il y a un moment dans l'histoire où effectivement le premier temps du livre, c'est effectivement où il enchaîne famille après famille, ce qui permet à l'auteur aussi de raconter la vie des personnages et de donner un peu de consistance et de pas tourner tout le temps autour de Nicolas. Mais il y a un personnage qui vient de temps en temps les voir et qui fait peur à Nicolas depuis qu'il est petit. Il lui fait peur, cet homme-là. Et voilà, bien évidemment, quand une fois qu'il a fini de faire tout le tour des familles, tout le monde se regarde en mode bon, Nicolas, maintenant, alors qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vois, il y a une fin, tu vois, il y a un nombre de familles limité, et au bout d'un moment, une fois que tu as fait le tour, où tu vas? Et là, il va peut-être avec cet homme-là qui lui a toujours fait peur depuis le début. Et là, t'es pris en panique un peu, tu vois, tu te dis s'il y va, ça va être chaud. Après, mais s'il ne va pas. Ouais, mais en tant que lecteur, tu te dis j'espère qu'il va y aller parce que t'arrives dans un moment dans le livre où tu te dis bon, c'est bon, j'ai compris le concept, quoi. Chaque année, il change de famille, bon, ok, je vois le genre. Et c'est vrai que ça redonne un souffle nouveau à l'histoire. Le fait que du coup, comme ça, il quitte le village et ils partent avec cet homme-là qui lui fait peur en fait depuis le début. Ouais. Qui ressemble au père Fouettard en fait, presque, tu vois. Oui, voilà. Ouais. On rejoint la légende. Ouais, c'est ça, ouais. Et il se dit maintenant, c'était cool jusqu'à présent, mais maintenant je vais aller vivre chez le père Fouettard. Il est un peu présenté comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu. D'accord. Ouais. C'est dommage du coup qu'ils soient en rupture. J'aurais bien aimé le lire. Mais j'espère que je vous donne, j'espère que je vous donne envie de lire ce livre. Mais ouais, moi en tout cas ça marche. Mais si vous pouvez le trouver en bibliothèque ou d'occasion en attendant qu'il soit réédité. Mais la relation entre ces deux personnages, moi personnellement, va évoluer bien sûr dans le livre, et c'est celle que j'ai trouvée la plus touchante. Et c'est celle qui m'a fait verser une petite larme. Voilà, c'est cette histoire-là. C'est pas tant le fait qu'il se balade de famille en famille, tu vois, bon, c'est un peu tragique et tout, mais cette histoire-là avec le père Fouettard, je trouve que c'est la plus belle de tout le livre, et ça tombe bien parce qu'elle est quand même au cœur, elle est au centre du bouquin. Ouais, elle est quand même au centre du bouquin, elle constitue une bonne partie du bouquin quand même. Ouais. D'accord. Ouais. Bien. Je mettrai une petite musique de Noël pour que ça aille. Oui, parce que bon, on fait des épisodes déprimants, même à Noël, on quitte pas. On a toujours une petite anecdote qui nous verse la larme à l'œil. Bon, passons à la conclusion de cet épisode quand même. Oui. Parce que bon, c'est pas que, mais il y a le repas de Noël qui nous attend. C'est ça. Bon alors, pour conclure cet épisode, qu'est-ce qu'on retient d'aujourd'hui, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Alors, ce qu'on retient, déjà, on en a appris un peu plus sur l'histoire du Père Noël depuis la canonisation de Saint-Nicolas à sa transformation en légende jusqu'à son émigration aux États-Unis
qui nous revient par le biais de Coca-Cola. Enfin voilà, on a fait le tour du monde. C'est vrai, pas mal. Et quoi d'autre? Qu'il est toujours bon de s'intéresser du coup à l'histoire des choses, à la construction des choses petit à petit dans l'histoire, comment elles ont évolué, comment elles se sont construites, plutôt que de prendre les choses juste de but en blanc, chercher un peu dans l'historique. C'est intéressant. Complètement. Et que le livre La légende de Noël de Marco Leno, c'est vraiment top. Ça vaut vraiment le coup d'être lu. Ouais, donc, franchement, il est top. Je le recommande. Ah, et voilà. Et puis aussi que si on est en panne d'inspiration, si j'ai bien compris, on peut aller voir ton site. Oui, c'est vrai. Il y a plein de conseils et il y a même une formation gratuite, un kit de démarrage pour vous lancer dans l'écriture si vous êtes un auteur débutant, donc n'hésitez pas. C'est vrai, exact. Et puis je peux vous annoncer aussi une sorte d'épisode bonus peut-être sur ce podcast, si tu es d'accord, bien sûr. Bien sûr, carrément. Où j'aimerais bien vous partager le tout premier épisode de mon nouveau podcast qui s'appellera L'Alchimiste. En référence directe avec le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, clairement, qui ne l'aurait pas deviné. Et justement, en fait, c'est un épisode, c'est un conte philosophique sur Noël, voilà. Et qui explique, par exemple, entre autres, le fameux « Je pense donc je suis » de Descartes. Revisité de manière simple, enfin ça reste un conte, mais c'est le petit côté philosophique du conte philosophique. Et après, ça reste un conte de Noël avec une petite fée de la forêt, des elfes des bois. Enfin bref, c'est une histoire de calendrier de l'Avent, de chocolat. Enfin bref, ça reste quand même aux alentours de Noël. Et ouais, c'est en écrivant ça. Donc, il a été écrit pour une balade contée dans les bois. Il a été écrit pour ça à l'origine, ce conte. Et je me suis dit, puisque c'est un conte philosophique, ça parle de Noël et tout. Allez, ça m'a donné envie de lancer mon podcast où je partagerai des petites histoires philosophiques comme ça. Et le slogan que j'aimerais donner, c'est la philosophie en aventure. Je pense que ça traduit bien, tu vois, ce que j'ai envie de donner dans ce podcast, c'est-à-dire pas vulgariser non plus la philosophie. Il y a déjà plein de podcasts qui font ça, il y a pas de problème. J'ai pas envie de faire de la grosse philosophie un peu lourdingue. Mais juste raconter des histoires sympas avec quand même 2-3 petits tips philosophiques. Oh bien, ça promet comme programme. Je sais pas, on verra bien où ça ira. Et donc alors je partagerai le premier épisode sur ce podcast. On a une exclusivité. Ouais, on exclut international. Voilà, petit cadeau de Noël. Bon, merci beaucoup à tous nos auditeurs. Et puis, si cet épisode vous a plu, peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour nous soutenir. Eh bien, c'est simple, il y a 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de partager directement à un ami à vous cet épisode pour l'encourager à écrire et à se mettre à l'écriture. Le second, c'est de partager sur vos réseaux sociaux ce podcast en disant bien sûr qu'il est trop bien. Et le dernier, c'est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme de votre choix ou de nous laisser un commentaire aussi. C'est très gentil, on apprécie les commentaires. Sachant qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dans les podcasts laisser de commentaires épisode par épisode, mais juste sur le podcast en lui-même en fait. Je ne savais pas. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, ma plateforme ne me permet pas de... Moi, j'utilise Podcast Addict. Ne me permet pas d'écrire épisode par épisode, mais si je veux commenter, je commente juste le podcast en général en fait. Tous les épisodes compris dedans. D'accord. Voilà. Donc c'est faisable quand même. C'est faisable quand même, voilà. Donc on attend vos commentaires. C'est ça. Et n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous ne voulez pas manquer les futurs épisodes. On a un rythme, on publie un épisode tous les 15 jours, sauf là pour la période de Noël où on a fait une petite exception. C'est vrai. Spéciale. Et on recharge en plus derrière avec une exclusivité. Donc un petit compte de Noël. Donc c'est cool. C'est chargé en cette période de fin d'année. Et c'est parce qu'on est généreux, c'est parce que c'est Noël. Voilà, exactement. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Bon, merci Florence. Merci Bastien et merci aux auditeurs qui nous À bientôt, ciao. À bientôt. Au revoir.